Si vous êtes présent sur des réseaux sociaux comme Facebook, vous avez probablement remarqué la grande quantité de publicité qu'on y trouve. Eh bien, ces pubs affichées ne sont pas choisies au hasard. En effet, les géants du Web se servent de nos données personnelles pour nous présenter des contenus toujours plus ciblés. Alors, pour nous expliquer les rouages cachés de ces services qui sont gratuits, à tout le moins en apparence, on accueille le journaliste indépendant François Joly. Bonjour François. Bonjour. Alors, tout ça vient, entre autres, ou en tout cas l'intérêt sur cette question-là, entre autres, vient d'un rapport qu'Options Consommateurs, l'organisme de défense des consommateurs, a publié récemment, nous mettant en garde un peu contre cette collecte d'informations. Oui, qui dressait un peu un portrait général de la situation et qui mettait plusieurs mises en garde là, à la disposition de ceux qui pouvaient lire ce rapport-là. Et la liste est assez longue là, des informations qui sont collectées. Je vais en faire une liste rapide. Donc, les sites que vous consultez, les pages que vous consultez, le temps que vous passez sur chacune de ces pages, les recherches que vous faites dans des moteurs comme Google, Bing, les vidéos sur YouTube, les achats en ligne, les mentions j'aime, les commentaires sont enregistrés, sont collectés, les points Wi-Fi sur lesquels vous connectez votre ordinateur, votre téléphone, la position de la tour cellulaire la plus proche. En fait, tout ce que vous faites sur l'Internet est d'une certaine façon enregistré dans des bases de données de différents distributeurs de services informatiques qui sont les grands fournisseurs comme Facebook et Twitter et sont utilisés à des fins postérieures là, pour de la publicité notamment. Et justement, comment ces informations-là sont utilisées ensuite de ça pour nous proposer des contenus qui sont ciblés? Bien, la mécanique au total de ça est assez complexe, là, mais pour simplifier, on va faire un croisement entre ces informations pour faire ce qu'on appelle de la publicité comportementale en ligne. En gros, je vais vous faire un petit aveu ici pour donner un exemple. Moi, je suis un grand amateur de jeux vidéo. Scandale. Il n'y a rien de honteux là-dedans. Non, c'est ça. Et ce qui fait que je partage des pages qui traitent de ce genre de sujet-là. Je commande des articles en ligne, je commande des vidéos. Et un effet de ça, le résultat de ça, c'est que mon fil d'actualité Facebook, par exemple, est envahi de publicités pour des jeux en ligne mobile, des jeux pour cellulaires qui se répandent très rapidement et qui sont très populaires. Et donc, je reçois énormément de publicités pour ce genre de contenu-là sur mon téléphone ou sur ma tablette, par exemple. Et donc, Facebook a trouvé le moyen aussi de rendre ces publicités-là un peu moins invasives. C'est une forme de publicité qu'on remarque un peu moins, par exemple. C'est-à-dire que on va vous montrer des publications qui, en apparence, sont des publications comme toutes les autres, mais qui, en fait, sont de la publicité. Alors, par exemple, si Louis Martin a aimé la page de TCF, il y a de ça 2 ans, par exemple, oui, même si ça fait très longtemps, Facebook va me montrer la page en me la présentant comme une page ordinaire, mais en fait, c'est une publicité. L'entreprise a payé pour que je la voie et pour reconnaître ce genre de contenu-là, vous allez voir, ça va être écrit « sponsorisé ». Donc, c'est un moyen un petit peu de constater l'ampleur des publicités qu'on voit. Vous pouvez y porter attention là, quand vous Donc, consultez c'est de la Facebook. publicité, mais sous l'aspect d'une publication, tout ce qui est plus normal de Facebook. Oui, là, et ça a été le grand défi de Facebook de faire passer cette publicité-là pour moins intrusive qu'elle ne l'était et pour qu'on ne s'en rende pas compte, en fait. D'accord. Et de ce qu'on en a appris, entre autres, c'est que ces données-là ne sont pas uniquement collectées sur les sites eux-mêmes. Il y a comme des données qui se partagent entre les différents sites. Il y a des données qui se partagent et il y a des données qui se prennent à peu près n'importe où. Et c'est ça la beauté de la chose ou l'horreur de la chose, là, dépendamment comment on prend la question. Alors, on peut suivre à peu près tout ce que vous faites partout sur le web et pas simplement quand vous êtes sur Facebook. Un exemple de ça, c'est les publicités que Google achète et revend. Donc, Google va recevoir de l'argent d'entreprises qui veulent afficher de la publicité. Si vous possédez un site web, Google va vous donner de l'argent pour que vous affichiez les publicités que ces entreprises ont payées. Et une fois que Google a sa porte d'entrée sur votre site à vous, ils peuvent suivre tout ce que toutes les personnes qui visitent votre site font. Et comme Google est très présent, c'est une entreprise énorme qui est présente sur à peu près toutes les pages web dans le marché de la publicité, bien, ils peuvent voir à peu près ce que tout le monde fait sur une très grande majorité de sites. Et l'équivalent de ça pour les réseaux sociaux, c'est les boutons « Partage » que vous avez probablement vu sur les sites web de n'importe quel média. Par exemple, quand vous partagez un article, la seule présence de ce bouton-là, qui est en fait une espèce de programme fabriqué par les réseaux sociaux comme Facebook, permettent à l'entreprise qui le produit de suivre les usagers qui sont sur cette page-là, et ce, indépendamment du fait qu'elles partagent ou non, qu'elles interagissent ou non avec ce bouton produit par l'entreprise du réseau social. Donc, c'est grâce à toutes ces données-là, si je prends un exemple, si récemment, je magasinais pour un vol pour l'Europe, c'est le fait d'avoir visité des sites d'agences de voyage ou Expedia, des choses comme ça, qui fait que dans les jours qui suivent, lorsque je visitais des sites,
plusieurs des publicités qui étaient affichées étaient reliées à des agences de voyage ou des compagnies aériennes. Exactement, exactement. Est-ce qu'il y a des dispositions qui protègent les citoyens contre cette collecte d'informations-là? Parce qu'il y a un pas à faire et ça peut menacer la vie privée. Exactement. Et je vous dirais la réponse est oui et non. En théorie, il y a des mesures dans la loi fédérale, notamment la principale protection, c'est la loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques. Et cette loi-là s'applique de façon assez large. Donc, ce qu'elle dit, c'est qu'elle protège tout renseignement qui permet d'identifier une personne ou tout groupe de renseignements. Donc, votre numéro de téléphone, par exemple, est un renseignement qui permet de vous retracer assez facilement. Mais un groupe de renseignements, ce serait par exemple des pages que vous avez consultées, le modèle de votre téléphone, votre adresse IP. Donc, on fait comme une corrélation entre différents renseignements. Et ça permet de dire, ah, bien, cet internaute-là qu'on a détecté, bien, son nom, c'est Louis Martin, on sait qui il est. Et donc, la loi stipule que pour collecter et partager ce genre d'informations-là, les entreprises doivent vous demander, en théorie, la permission. Donc, on se croirait protégé. Dans la pratique, le problème, c'est qu'on donne cette permission-là quand on utilise des services comme Facebook, comme Twitter, comme n'importe quelle application sur nos téléphones. Que ce soit au moment de l'installation, on va accepter souvent, là, il y a des termes et conditions très longues qu'on ne lit jamais. Mais lorsqu'on accepte, par exemple, de partager notre profil Facebook Exactement. ou des choses comme ça, c'est des informations qui sont collectées par des boîtes qui, ensuite de ça, vont revendre ces données-là. Exactement. Et pour donc, être capable de mieux nous cibler. Et donc, on donne notre consentement tacite à ce genre de choses parce qu'on utilise les services. Et là, c'est là où la loi la loi est pas si floue, mais c'est plutôt qu'elle n'a pas beaucoup été mise à l'épreuve. Il n'y a pas eu beaucoup de recours juridiques encore. Il n'y a pas vraiment de jurisprudence. Il n'y a pas une jurisprudence qui s'est rendue en Cour suprême, par exemple, sur cette question-là. Il y avait eu un jugement en 2011 au Québec qui aurait pu, mais qui a été abandonné là, par les plaignants. Il nous reste une minute. Est-ce qu'on doit vraiment s'inquiéter de tout ça? Ou est-ce que ça ne sert pas simplement à nous offrir juste un meilleur service à la clientèle ou des publicités qui sont peut-être plus ciblées vers nos besoins? Mm-hmm. C'est un point de vue qui est légitime et c'est vrai. Ces façons de faire-là, cette collecte d'informations-là rendent notre expérience sur les médias sociaux plus agréable. On nous présente du contenu qu'on trouve plus intéressant. Et ce n'est pas simplement pour la publicité, c'est les pages qu'on va vous offrir. Si vous allez sur YouTube, par exemple, on vous propose des vidéos. On vous dit, vous avez vu ces vidéos-ci, on pense que vous allez aimer ceux-là. Et c'est assez vrai, la machine est assez performante à vous offrir du contenu que vous allez apprécier. Et c'est un peu la raison pourquoi on reste sur ces services-là. C'est parce qu'ils nous connaissent bien, qu'ils nous offrent une expérience qu'on apprécie. Mais j'amènerai en terminant peut-être un point rapidement, une réflexion qui n'est pas de moi, mais qui est quand même intéressante, c'est que la machine décide qu'est-ce qu'on voit. Et c'est plus nous qui avons le contrôle totalement sur l'information qu'on consulte. Donc, on va tendre à recevoir de l'information qui vient un peu corroborer nos points de vue à nous. Donc, c'est le principe qu'on appelle la bulle filtrante ou filter bubble. C'est un terme inspiré de l'anglais et dans laquelle, ce que ça veut dire, c'est que si vous êtes de droite ou de gauche, par exemple, sur la sphère politique, bien, vous allez voir des éditoriaux, des billets de blog qui confortent vos idées à vous, ce qui fait qu'on n'est plus du tout, dans la vie numérique, confronté à des gens qui ont des opinions différentes des nôtres. Un peu comme, sans trop caricaturer, un peu comme ce qu'on voyait et ce qu'on voit encore aux États-Unis, où les téléspectateurs de la chaîne Fox News, qui est plus campée à droite, qui est plus conservatrice, sont principalement des électeurs conservateurs. Exactement, et c'est une roue qui tourne. Et avec la montée de l'intolérance qu'on voit en Europe, aux États-Unis et même chez nous en ce moment, je pense que c'est quand même une réflexion qu'on doit se faire de où on prend notre information et à quel point on est ouvert sur toutes les portes qui s'ouvrent à nous. Alors, François Joly, journaliste indépendant, merci d'avoir été là. C'est toujours un plaisir.